Elle commence en silence. Puis, tout s'accélère. Les repères changent. Dans ces moments, diriger, c'est avancer malgré l'incertitude. C'est s'adapter, connecter, rassembler. Ici, à Montréal, les idées convergent pour façonner la suite. En période de transformation, le leadership donne la direction. Conférence de Montréal. Menée à travers l'incertitude. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir à ce déjeuner exécutif présenté en collaboration avec l'Université McGill. And I would ask that you now please warmly welcome our head table guests as they make their way into this room. And I will ask our head table guests to please be seated. Well, I hope that you have all found this morning's discussions to be impactful and that they provided you with some new insights and observations which might help shape the work that you do as the day continues to unfold. And we're still going to be throwing a lot more information at you, but I bet you're happy that we are also providing you with some food to refuel. And you are welcome to begin your meals, but I am pleased to now introduce a special guest. Nous avons le plaisir d'accueillir sur scène la ministre de l'Enseignement supérieur du Québec et ministre responsable de la condition féminine, Martine Biron, pour le mot d'ouverture. Veuillez l'accueillir chaleureusement. Alors, à Madame la ministre, la parole. Bonjour à tous. D'abord, salutations du fond du cœur au premier ministre français, Jean-Pierre Raffarin, que j'ai pu rencontrer quand j'étais ministre des Relations internationales, un grand ami du Québec, avec qui j'ai partagé quelques souvenirs, notamment quand Jean Charest était au pouvoir. Il a fait beaucoup de choses pour le Québec. Alors, bienvenue, Monsieur le Premier ministre Raffarin, à Montréal. Messieurs les recteurs, j'en ai vu plusieurs, je suis bien contente de vous voir ici aujourd'hui. Le président fondateur Gilles Rémillard, président fondateur du Forum économique international des Amériques, un ancien ministre des Relations internationales, quelqu'un d'autre qui a fait beaucoup pour les relations du Québec à l'étranger. Mesdames et messieurs les présidents directeurs généraux, mesdames et messieurs les chefs de direction, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Alors, je suis franchement très honorée de m'adresser à vous dans le cadre de la 32e conférence de Montréal.
Le leadership de Nicolas Rémillard y est pour quelque chose. C'est ma deuxième participation. Et à chaque fois, je trouve que c'est un rassemblement extraordinaire. Cette année, le thème choisi pour l'édition, je trouve, est très parlant. Mener à travers l'incertitude. Parce que dans le contexte actuel, le leadership ne consiste pas seulement à réagir aux changements, mais aussi à les anticiper et mobiliser les forces nécessaires pour bâtir l'avenir. Donc, deux mots, anticiper et mobiliser. C'est précisément ce que permet de faire un forum comme la Conférence de Montréal, qui rassemble des gens de tous les milieux, de tous les horizons et d'un peu partout dans le monde. On parle beaucoup de compétitivité économique, d'investissement, d'infrastructures ou encore de ressources naturelles. Et on parle beaucoup de géopolitique en mouvement. Je pense qu'il faut pousser notre réflexion un peu plus loin, parce que la véritable richesse des nations se trouve ailleurs. Elle se trouve dans les cerveaux. Et je parlais du premier ministre Raffarin, qui était ici. Si vous regardez ses anciens discours presque partout, chaque fois qu'il a parlé de l'importance pour la construction des nations de l'enseignement supérieur. Et je ne fais pas ici dans la raffarinade. Je vous le promets, il est sérieux quand il parle d'enseignement supérieur, comme nous devrions tous l'être. Il nous faut former, bien sûr, les meilleurs talents, développer les technologies de demain et transformer les découvertes en entreprises, en emplois et en prospérité. Voilà pourquoi l'enseignement supérieur est un investissement stratégique pour consolider la force économique au Québec. Quand je suis arrivée en poste, j'étais ministre des Relations internationales et en septembre 2025, j'ai été nommée ministre de l'enseignement supérieur. Je savais, une des premières choses que j'ai fait, je savais que les universités aux États-Unis étaient en crise. Rapidement, on a créé 10 nouvelles chaires de recherche pour attirer chez nous les meilleurs talents qui voulaient partir, des fois des Québécois qui étaient installés dans les prestigieuses universités américaines et qui voulaient aller ailleurs, où on investit en enseignement supérieur et en recherche. Ces chaires de recherche, quand elles ont été annoncées un mois après ma nomination, ou presque, sont parties comme des petits pains. Partout dans le monde, on n'est pas seuls, nous, au Québec, partout dans le monde, on pige dans cette pépinière de talents qui délaisse tranquillement les plus grandes universités au monde, les prestigieuses universités américaines. Et ça va changer notre monde. Ça va changer la nature de nos liens avec l'étranger. Le Québec est tout petit, vous me direz, mais en même temps unique. Le Québec est une petite goutte d'eau francophone entourée d'un océan anglophone. C'est des défis importants pour le Québec. Garder sa langue forte, vivante, être là, se donner les institutions pour pouvoir survivre. Et ça passe notamment par des institutions comme nos institutions d'enseignement supérieur, prestigieuses et reconnues passablement à travers le monde. Je pense que pour survivre, il nous faut essentiellement une économie forte, il nous faut une culture spécifique, mais il nous faut aussi le savoir. Et si on réfléchit un peu, pour avoir une économie forte, il faut le savoir. Pour avoir une culture spécifique, il faut aussi le savoir. Alors, ça commence, c'est la pointe de l'iceberg. Au Québec, nous faisons le choix de l'enseignement supérieur. C'est un secret bien gardé, mais le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est le 3e portefeuille en importance au Québec après la santé et l'éducation. Le dernier budget 26-27, l'enseignement supérieur a eu la plus forte croissance de l'investissement du Québec, tout portefeuille confondu. Nous avons tous une responsabilité à ce sujet et c'est pour une meilleure économie, pour de meilleures affaires, c'est faire une place au savoir, s'assumer ou assurer que nos sociétés ont des compétences, s'assurer que nos citoyens, que l'ensemble de nos sociétés aient les compétences
nécessaires pour faire face aux défis de demain. C'est en fait la recette pour développer notre capacité à innover, à créer la richesse et à demeurer compétitif. J'aimerais vous parler un peu des étudiants étrangers. Le Québec a procédé à des réformes de ses politiques d'immigration au cours des dernières années. Et ces réformes ont eu un impact sur les flux d'étudiants internationaux au Québec. Il y a lieu de souligner l'importance de l'apport des étudiants internationaux dans le grand cercle du savoir mondial. Je suis allée en France et en Belgique au printemps avec plusieurs recteurs du Québec pour justement parler de l'importance des échanges internationaux et s'assurer que les étudiants internationaux comprennent bien notre message et que particulièrement dans les cycles supérieurs, le Québec était toujours une terre d'accueil. Des dizaines d'ententes ont été signées entre les établissements du Québec et d'Europe. Les étudiants internationaux sont une richesse et les échanges doivent se poursuivre et être stimulés d'un côté comme de l'autre. L'enseignement supérieur, bien sûr, ça remplit des cerveaux, mais c'est une expérience déterminante et cette expérience déterminante et marquante sera avec les jeunes de demain, les talents de demain, pour toujours avec eux. En terminant, je reviens sur le thème de cette conférence, menée à travers l'incertitude. Et je pense que nous vivrons dans l'incertitude pour encore un bon moment. C'est donc le moment de se préparer. C'est d'ailleurs notre devoir, et c'est le devoir des leaders d'aujourd'hui, porter une vision d'avenir et être prêt pour le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Merci. Alors, merci, Madame Biron, pour vos propos, pour votre présence et également pour le soutien du gouvernement du Québec. Nous vous invitons maintenant à profiter de cette pause pour savourer votre repas et poursuivre vos échanges. We will be back soon to resume our formal programming, but until then, pour le moment, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent appétit. Alors, rebonjour mesdames et messieurs. J'espère que vous avez bien profité de cette pause et que vous êtes prêtes pour la suite de cette journée riche en échanges et en réflexions. Avant de reprendre notre programmation, nous avons le plaisir de vous présenter une annonce spéciale de l'Université McGill, and I would therefore ask that you welcome to the stage Deep Saini, President and Vice Chancellor of McGill University, and Nicolas Rémillard, CEO of the IEFA. Merci Catherine, Madame la Ministre. Mesdames et Messieurs, bonjour à vous toutes et tous. Permettez-moi d'abord un mot pour le Forum et pour toute l'équipe de la Conférence de Montréal. Sans doute, cette première moitié de la conférence a été remarquable. La qualité des intervenants, entre plusieurs ministres canadiens, le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économique, les dirigeants politiques, économiques et industriels canadiens et étrangers, des voix venues des quatre coins du monde. Leur présence ici rappelle pourquoi cette conférence occupe une place à part dans le calendrier international. Alors, félicitations Nicolas et ton équipe pour cette organisation merveilleuse. Félicitations.
McGill est un fier partenaire de la Conférence de Montréal depuis longtemps. Au fil des années, nous avons présenté des dîners avec des pionniers de l'industrie pharmaceutique. Nous avons réuni sur notre campus des sommités mondiales de la transition verte et nous avons également eu le plaisir de collaborer avec la Conférence de Paris, le Toronto Global Forum et cette année, pour la première fois, avec le Forum AIFA Latam à Buenos Aires. Ce qui réalise ces activités diverses, c'est un engagement indéfectible envers Montréal et le Québec. Nous sommes, après tout, une université québécoise au service des Québécois. Mais notre identité a plusieurs visages. Et l'un d'eux est celui de l'université la plus internationale du Canada. C'est un privilège de servir le Québec en reliant ces deux dimensions qui se nourrissent l'une de l'autre, en les faisant dialoguer. Et dans ce dialogue, Montréal est notre meilleur argument. Cette ville exerce une force d'attraction singulière. Cette ville est à la fois résolument nord-américain et profondément ouverte sur le monde. On y vient pour la qualité de ses talents et l'audace de ses entrepreneurs. Notre rôle en tant que votre université est de transformer cette attraction en rencontre. Et ces rencontres entre les résultats durables pour notre ville. C'est dans cet esprit que j'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui un nouveau partenaire entre McGill et le Forum économique international des Amériques. À compter de l'automne cette année, nous présenterons 2 fois par an une nouvelle série de rencontres intitulée « Perspectives sur le monde ». Notre ambition, c'est de réunir à Montréal des dirigeants qui orientent l'économie mondiale, des grandes banques, des géants d'aéronautique, des institutions qui façonnent les politiques entre les continents. Nous le voulons ici, à Montréal, à notre table, dans les échanges ouverts et exigeants, ancrés dans la rigueur de l'université et tournés vers l'action. Cette idée est au cœur de notre responsabilité, prendre notre capacité d'attirer les plus grands esprits et en faire bénéficier Montréal, car c'est bien cela être une université, ancrée dans sa ville, ouverte sur le monde et accueillante à sa table. La programmation et les premiers invités vous seront dévoilés dans les prochaines semaines. Nous avons hâte de vous y accueillir. Merci beaucoup à Nicolas maintenant. Merci beaucoup, Madame la ministre Biron, cher ami. Monsieur, Madame les ministres, Monsieur le Premier ministre Raffarin, cher Deep. Quand on a été approché par McGill pour ce projet, on était heureux, on était surpris, heureux. McGill est un joueur incontournable dans le développement économique de notre ville, Montréal, of our province, Quebec, our country, Canada. The IFA is present in 6 cities, in 4 countries and 2 continents. But everything started in Montreal 32 years ago. We are deeply attached to our city, and we want to contribute to the economic development and be part of the economic ecosystem of Montréal et du Québec. Donc, nous partageons cet objectif commun de contribuer au développement économique et nous pensons fortement que McGill ne pourrait pas avoir meilleur partenaire que l'Université McGill pour faire un projet de la sorte avec le Forum économique international des Amériques. Donc, cher Deep, nous sommes honorés, nous sommes très fiers de travailler avec l'université, non seulement parce que j'ai étudié à McGill aussi, mais en raison du partenariat de longue date
between the IEFA and McGill University. So my friends, I truly hope that I will have the pleasure of welcoming you this fall for the first of this series of events, and I can guarantee you the next couple of weeks, we will let you know who will be our first guest of honor, but this will be a very unique event. This will be special. This will be something you've never seen before. Thank you so much. Mesdames et messieurs, merci. Bon lunch. Merci beaucoup. Well, thank you both for that exciting announcement, a wonderful partnership between two excellent institutions, and we very much look forward to learning more as the days and weeks go by. Et nous poursuivrons maintenant avec une conversation qui porte sur l'un des facteurs les plus déterminants de la compétitivité, le talent, l'innovation et la souveraineté industrielle. This conversation is, of course, offered in collaboration with McGill University. And our guest is Ross McInnes, the chairman at Safran. And I'm delighted that Deep Saini, who is, of course, president and vice chancellor of McGill University, is going to take the reins for this conversation. We're looking forward to it, and we'll get right to it. But let's first turn our attention to the screens. L'électricité, c'est chez nous. Voir grand, bâtir notre avenir, y mettre toute notre énergie. À Hydro-Québec, ça fait partie de notre ADN et on en est fiers. Fiers de travailler pour tout le Québec. Fiers de faire bouger les choses. Fiers de marquer l'histoire. Parce qu'ensemble, on continue d'innover. Pour relever les défis de demain. Ensemble, on change le courant de l'histoire. Catherine, thank you one more time for the introductions and for this opportunity. And Madame la ministre Martine Biron, je vous remercie pour votre mot d'ouverture qui a essentiellement posé les jalons de notre conversation. And hello again, Ross. Good to meet you again on the stage. Bienvenue à Montréal. Merci, we will do this conversation in English, but although we can do it in French, but we'll do it in English for the benefit of those who have come from outside. But let me start first by sharing something very poetic about this meeting of the two of us on the stage. We were both born in India in the same year, and at the two extreme opposite corners of the country, in the two extreme opposite corners of the country, you born to Australian parents. I finished part of my studies and end up in Australia to get education. And you and your parents leave for France. And just to prove that this world is actually a round planet, we end up here on the stage here in this forum. What an amazing coincidence. You have anything to say about that? Oui, je vais commencer par le dire en français, mais rassurez-vous, je passerai bientôt à l'anglais. Mais je trouve que ce que vient de dire le recteur est très symbolique. Nos chemins auraient pu se croiser bien avant, mais voici 71 ans après nos naissances en Inde, que cet aspect de la mondialisation heureuse nous réunit sur cette scène. Cela dit, je suis conscient que cette mondialisation, cette globalisation qui, de notre point de vue, est heureuse, et nous en sommes les uns et les autres l'incarnation, nous devons être conscients que le populisme a des racines, et notre responsabilité en matière de dirigeants, c'est faire en sorte que cette mondialisation et cette globalisation bénéficient à d'autres que nous deux, et que soit bien comprise par la population en général. Mais nous sommes deux très bons exemples de ce que cette mondialisation heureuse peut produire. Oui, c'est très intéressant que nous sommes nés en Inde, nous avons traversé le monde, et ici on est sur la scène, nous parlons les langues internationales, français, anglais, et
vous parlez peut-être des autres langues aussi, mais c'est ce qui est important, qu'on est ici pour réunir le monde et pour rassembler le monde ici autour de competitiveness dont nous allons parler aujourd'hui. Okay, let me launch, because we have limited time, and I know that you have a flight to take. So I have some questions for you that are burning in my head, and I want to go there. Let's talk about what is competitiveness in today's world. You know, it's been traditionally defined as in terms of cost, in terms of efficiency, access to global markets, and so on. But as the situation around the world is changing, it is being described more in terms of resilience, technological leadership, industrial capacity, economic security, and so on. Now, from your perspective, at the helm of a major global corporation and somebody who is engaged with governments around the world, what is your take on what has changed and what is really competitiveness in today's environment? There's an expression, a word which I'm careful about, is when people talk about industrial sovereignty, souveraineté industrielle. I think that's somehow a little bit inappropriate, because I think sovereignty applies to countries, to defense businesses, but when we're talking about a commercial business, I think what we should insist on is not so much sovereignty as resilience. And what I think business people have to build into their business model is resilience. And that is something which started really with COVID, when supply chains were severely disrupted. And then subsequently geopolitics added yet another dimension to that. But I think it is up to businesses to make sure that they build that resilience. Now you can build that resilience by having multi-sources of suppliers, by friendly and near-shoring. You can also do it by integrating some of your supply chain, by building stocks around. So there's no single recipe for resilience. It's something for individual businesses to build, which they're responsible for, and not necessarily something which should come from a political imposition. Once again, in defense, sovereignty is legitimate. In industry, in commercial, I would leave it to business to organize its own resilience as it sees fit. And ultimately, that's how we'll be judged. So how do you reconcile the two? So this has become a common talk here in North America, in Europe, more and more talk about industrial sovereignty, strategic autonomy, and so on. But at the same time, as you said very well, the supply chains are integrated, the global partnerships are integrated, and so on. What is the magic sweet spot in reconciling the two, and how do you do it? You're right, where it's a narrow path. I'm always very suspicious that beneath things like sovereignty is lurking, creeping, and hiding hidden protectionism. And I think that's something which, and particularly I mentioned populists earlier when we were talking about globalization, immigration. Populists appeal to this idea that we should be protectionist, some form of autarcy, which I think would deprive us of the benefits of innovation, and it would create rent seekers behind barbed wires and borders. So the liberal in me is very suspicious that behind these notions there is lurking protectionism. Protectionism is neither good for the consumer, it is not good for our employees in the end, because all it does is it entrenches positions and stifles innovation. So I think our job as global leaders, while respectful of what our governments seek to achieve, is, however, to push back on things which are, I would call, protectionism disguised as sovereignty. Very well said. So the business continues to move at the speed of business in spite of some of this talk. I wouldn't say in spite, but we have to, sort out the chaff from the wheat. Yeah. Séparer le bon grain de l'ivraie. Okay, excellent. So
I think people are reading you between the lines very well. Comprenne qui voudra. Yeah. Let's talk about another element of competition. And we've often talked about competition for capital, but there is also competition for talent. And this is not only heating up, it has heated up. It is intense on the global scale, and the market is the whole world. That's the sandbox in which talent plays. And in the face of the massive technological changes that are going on, the demographic shifts that are happening, the pressure that are happening in our own countries, like you are in France, we have that has a demographic pressure of population, the so-called native population. We have the same issue in Canada. Mobility of talent is very critical for that, and there are evolving workforce expectations, and there is going to be a disruption in the nature of workforce. How do the governments, our educational institutions, particularly universities from my perspective, and the business world, we work together, we collaborate to actually bring the best of that talent to serve the countries that we are charged with serving? Well, from a European point of view, it's true for Germany, it's even now true for France. We are faced with demographic decline. And we have to ensure that if our welfare state, to which we are deeply attached, the message is our welfare state will not be able to survive, our pension systems, our healthcare systems, without immigration. Selected immigration, because it has to be politically acceptable, and that means we choose our immigrants. We do it on the basis of talent, and that means I think we should be extremely generous in terms of visas for students. Some of them will stay, some of them will leave and return to their countries. Some of us will integrate into our society, and it'll be win-win. But our demographics point in that direction, and you can't argue with those facts. Mm-hmm. I also think we're the better for it. Yeah. Ben, ici au Québec, comme notre ministre l'a dit, nous avons un défi particulier. On a une petite province essentiellement francophone dans un contexte qui est majoritairement anglophone autour de nous. Apport de talent, ça pose des autres problèmes. Est-ce que vous avez des idées? Comment on peut réconcilier les deux? Et moi, je me garderais bien d'intervenir dans un débat qui est québécois et canadien. I'm deliberately putting you on a little bit of a hot seat there. You are putting me rather on the hot spot, but as they say, where angels fear to tread. Moi, j'ai été élevé bilingue. Je parlais anglais avec mes parents, français avec mes sœurs. Et moi, je suis convaincu que le bilinguisme, dès le plus jeune âge, est un véritable avantage. Ça donne une flexibilité mentale, ça donne une ouverture d'esprit. Et quand on parle deux langues, c'est très facile d'en apprendre une troisième et une quatrième. Dans la structure mentale, vous avez peut-être vu ça avec vos enfants, moi je le vois ça dans ma famille. Et donc moi je trouve que le bilinguisme est une richesse qui doit être encouragée. Alors je prends un exemple en France. Ça peut choquer certains Français, mais en France, l'arabe est la langue la plus parlée et la moins enseignée. C'est un paradoxe quand même. Donc moi je suis pour que dans l'enseignement, on accepte d'enseigner des langues des pays d'origine à côté du français, à côté, je viens de dire, et en complément. Parce que je pense que le bilinguisme n'est pas un facteur d'isolation, mais au contraire un facteur d'expansion. On doit être sans compromis sur l'intégration, sur les valeurs, tout en reconnaissant l'apport des autres, et ça donne une flexibilité mentale. Et par ailleurs, pour un pays comme la France, qui est un pays où nos entreprises exportent, les entreprises du CAC 40, elles sont partout dans le monde. Avoir des salariés qui ont une formation, une double culture, moi je pense que ce n'est pas un désavantage, c'est au contraire un avantage d'une société ouverte comme l'est la société française et elle l'est depuis 250 ans. N'abandonnons pas cet avantage. Vous avez raison, oui. Raison ou tort, je ne sais pas. Je sais que politiquement, ce n'est pas facile à vendre.
Mais écoutez, lorsque je suis arrivé à Montréal la première fois en 1987, je ne parlais pas un mot de français. Alors j'étais engagé à l'Université de Montréal en tant que professeur. Et c'est là que j'ai appris le français. Et c'était grâce à tout le soutien que j'ai reçu de la part de l'université. Today, French becomes my fifth language that I speak, and it gives that much more mental flexibility. I think so too. Yeah. And I think your English is pretty good despite your time in Australia. Yeah, it hasn't been lost. And it doesn't help. But you're doing all right. Yeah, on that note, let me switch the direction a little bit. I want to go to research and innovation, something that you know a lot about. And I speak as both a university president, where we struggle with this all the time, as well as our societies do. I mean, there are institutions that are very good at research and innovation, coming up with new ideas, new processes, and new gizmos. And there are societies that do that very well, and in Canada we do that very well. But the challenge is to translate these discoveries and inventions into companies that actually are going to take the economy forward and so on. From your perspective, as somebody who's led major industries around the world, what is the secret sauce for a country and for an institution? There's no one secret, but I give you some statistics which concern France. Our savings rate is about 17 or 18% of GNP, so the French save a lot. Yet, we are extremely good with startups, an expression which I will use in French, c'est intraduisible. Nous sommes un peuple de génie, puisque nous avons des formations universitaires remarquables. Nous sommes par ailleurs un peuple de fourmis, parce que nous épargnons. Mais malheureusement, entre les fourmis et les génies, il y a Bercy. For those who don't know, Bercy is our finance ministry. So what I'm trying to say is that we have a structural problem with how our savings are channeled, I beg your pardon. For instance, Safran, une incarnation de la souveraineté française à beaucoup d'égards et de son excellence, présente ici au Québec depuis de nombreuses années, 70% de notre capital est détenu par des investisseurs de l'autre côté de votre frontière méridionale. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas su créer des fonds de pension. Et vous, par contre, vous l'avez su le faire. Et donc, je pense que we have an issue in how to make sure that our savings go to productive innovation and growth. And what we have to do in many countries is to ensure that people, instead of financing government debt or housing, actually find the way to invest in startups in their second, third, and fourth stage. Our startups shouldn't be leaving our country and going to get funding elsewhere. We should be able to keep them at home. And I think one of the jobs we have, major companies are pretty good at it, but we don't want to buy startups necessarily, because if we do that, we might stifle their innovation. So I think the challenge we have in many Western European countries is how do we channel our savings into high risk-taking. Et puisque nous sommes dans un environnement bilingue, une illustration. In English, you talk about venture capital. Venture, the adventure. En français, on dit capital risque. C'est-à-dire qu'on souligne le risque alors que les anglo-saxons soulignent l'aventure. So clearly, we have to change the way we are channeling our savings. And that is one of the enseignements of the Draghi report in terms of enhancing the competitivity of Europe, is channel our savings via the markets into innovation. So the expressions matter. Big one? Expressions that we use matter. They do. They send a signal that informs behavior. La langue révèle souvent des traits culturels. Exactement. Now, is there an issue of confidence in ourselves that we can do it here? I mean, we see examples that say, look at here in Montreal, Shopify was born here and has flourished here. It's one of the leading companies in its field. We have others that leave and they come back and set up things here.
how can we nurture that attitude that we can do big things here in this city, in this country, in this province? Well, first of all, you do already. Don't underestimate yourselves. I said that Safran's been present here for many years. Safran is in aerospace. Canada is one of the great aerospace nations, which is why we have been here. We supply here. Those of you who cross the Atlantic and come back, when you land on an Air Canada 787, you'll be glad to land on our landing gear. But also on the A350, it'll be the same. And so a lot of that equipment is built and conceived here in Canada. So the first thing is don't underestimate yourselves. You're starting from a very, very good place in terms of the level of education, in terms of the sophistication. And as you're going to spend more money on defense, your defense budget is going to be multiplied by 3.5 over the next 10-year interval. I think there again, a lot of that talent can be used to make sure that some of your taxpayers' money, which is going into defense, comes into high-quality local jobs, and the vicinity between aerospace and defense is very significant, and that's an advantage which I think Montreal has as Canada increases its defense spending. Yeah, that's good. And I also take that message very personally. I think you should all take that message very personally in your own respective industries and businesses. But from a university sector perspective, I take that very seriously. I mean, we have 19 exceptional institutions in this province, and we all have international ambitions. We have global ambitions. And it's been a little bit of a stressful period for universities here for the last couple of years. But I think we can take heart from what you said, that we can actually aspire to be at the top of the game on the global stage right here in Montreal. This is a university city, one of the most important university cities in the world. Let's talk a little bit about artificial intelligence. It is rapidly transforming so much in our society, including how the products are designed, how they are manufactured, how they are maintained, how they are operated, and so on. And how do you see AI shaping the shape of business to respond to its capabilities? Obviously, I don't have an overall view, but I will think of areas it's applied in an aerospace company such as mine. In aerospace, you have to be faultless. If your car breaks down, well, you can park and wait for the tow truck to come and get you. It's not quite the same on a plane, for obvious reasons. And therefore, quality control is a huge element, and it can account for between 10 and 30% in some cases of our cost of production. Therefore, if you can do quality control thanks to artificial intelligence, you're saving a lot of time, you're saving a lot of painful and repetitive human endeavor and labor and effort, which is relatively unproductive. And so you get better quality and employees concentrate on higher level tasks. Another way is you study material qualities. Once again, rather than you can accelerate the speed at which you're testing. Then in defense, if you can integrate some artificial intelligence into some of the systems and the weaponry, you get to a quicker decision loop. Always a human in the loop, but you get to a much quicker decision loop, which enables you to be more efficient in your defense targeting. So there are 3 applications. Yeah. Let's go a little bit deeper into Safran's own success. Safran is a world-leading aerospace company and involved in defense as well. And you have taken technological innovation, industrial excellence, and very strategic long-term investment to fuel the success of this company. What lessons can you share from that success, for long-term success, with our policymakers, with universities, and with industry that can help us imitate some of your success? I'm not here to give anyone lessons. Our success, first of all, the lesson in aerospace and defense is modesty. All our successes of today are the product of what predecessors did. When you fly on a 737 or an A320 with a CFM engine, which is 50% GE, 50% Safran, the materials which are used there
we started working on 35 years ago. And those engines will fly for 20 years, and the model will go beyond that. So, it's the benefit of very, very long-term investment, patient money, risk-taking, but also size. Size matters because if you have to be able to fund your failures. And like everyone, we have failures, but you can only afford to take risk and deal with failures if you have a scope of business which is broad enough to enable you to do that without your cutting back on R&D, without making your shareholders unhappy. And if you have a good balance in your portfolio of activities which are generating cash, even if you have some reversals in your R&D, and you do, you have to be able to pursue that while keeping your shareholders happy, because the short-term success is the condition of long-term success. I don't know any company who disappoints its shareholder in its quarterlies who succeeds for 20 years. So short-term discipline, while enough cash, funding, programs, diversity to last for 20 years and project yourselves. Initially, this was the work of the French government. We were 100% owned by the government. It's government money. But today's world is different. You have to do it with your shareholders' funds and keep them happy at the same time. Well, thank you for that. And I'm very quickly going to ask you one last question before we wrap up. Generally, the difficult one comes last. It's actually an easy one. So think about successful economies, around the world. If you were to pick from talent, investment, technologies, infrastructure, energy, or something else, what is that one thing that is so critical for success of a society at the economic level? All of that, plus. And I say that looking over the southern border. Strong institutions, fiscal stability, tariff stability. I mean, if there is instability, unpredictability, it increases the cost of capital. If you increase the cost of capital, a number of projects which would otherwise be implemented will not be implemented. So the strength of institutions is key to economic success, and I would add that to your list. And I think in today's world, sitting where we're both sitting, the strength, stability of our institutions are something which we must all fight for. Well, Ross, thank you very much. That I posed that question as a rhetorical question, and you've given me the perfect answer. And I think that others will find that very, very useful as well. Est-ce que je suis admis dans la classe supérieure, Monsieur le Recteur? Well, thank you very much, Ross. It's really appreciated. Well, thank you very much to Mr. McInnes and to Mr. Saini for what was not just an insightful conversation, but also a lovely conversation and a great pleasure to listen into. Alors, le déjeuner exécutif tire bientôt à sa fin. Ainsi, j'invite Marine Adaigne, présidente directrice générale de la Fondation Arbour, à prendre la parole. Plus que quelques minutes. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui à la conférence de Montréal. Je tiens d'abord à remercier chaleureusement M. Gilles Rémillard, bien sûr, M. Nicolas Rémillard et Mme Marie Dupont pour cette belle opportunité de visibilité offerte à la Fondation Arbour que je représente aujourd'hui. Merci également à toutes les équipes de la conférence. Je suis ici aujourd'hui avec plusieurs casquettes qui, au fond, se rejoignent toutes autour d'une même conviction. L'éducation est l'un des plus puissants leviers de transformation de nos sociétés. Et vous serez plusieurs à être d'accord avec moi dans cette salle, j'en suis certaine. Je suis donc PDG de la Fondation Arbour, qui soutient les jeunes talents au Québec. Si vous devez retenir un de mes chapeaux, c'est celui-ci. Mais je suis également professeure à Schema Business School et directrice de son Global Executive MBA, ainsi que PDG d'une autre fondation en Suisse, qui porte un projet qui s'appelle Youth Talks, la plus grande consultation jeunesse jamais réalisée. On a donc posé des questions à 50 000 jeunes autour de la planète, venant de 212 pays et territoires, et ils ont communiqué avec nous plus d'1 million d'idées différentes.
Alors évidemment, ces 3 engagements m'amènent à travailler chaque jour avec des étudiants, des étudiantes, des dirigeants, des chercheurs, des entrepreneurs et des jeunes du monde entier. Et c'est à partir de cette perspective que j'aimerais aujourd'hui aborder brièvement quelques sujets dont nous avons beaucoup parlé depuis hier matin. Sans surprise, un peu d'intelligence artificielle, mais aussi la notion de confiance. Et j'y ajouterai un sujet un peu manquant à mon sens, qui est celui de notre humanité. Commençons par l'IA. Nous en avons beaucoup parlé dans sa dimension économique. Nous avons parlé de productivité, de compétitivité et d'innovation, de transformation des entreprises. Évidemment, tout ça est essentiel. Nous sommes tous d'accord. Mais je voudrais pendant quelques instants déplacer légèrement votre regard. Parce que l'IA n'est pas seulement un enjeu économique, c'est aussi un enjeu sociétal. Et j'ai envie de vous dire, c'est peut-être avant tout un immense enjeu éducatif et humain. Alors je sais qu'il y a beaucoup de business dans la salle, bien entendu, d'entreprises, et c'est là que je vous demande encore une fois de changer un tout petit peu vos lunettes et de penser aux générations futures, à vos enfants, à vos petits-enfants. Dans le domaine de l'éducation, l'IA nous oblige à poser une question profonde. La question c'est « qu'est-ce qu'apprendre veut encore dire ?» lorsque la réponse peut être produite en quelques secondes par une machine. Qu'est-ce qu'apprendre veut dire ? Car apprendre, ce n'est pas seulement obtenir une bonne réponse. Apprendre, c'est chercher, se tromper, recommencer, mémoriser, structurer sa pensée, argumenter, défendre une idée, douter, puis comprendre. Le risque avec l'IA en éducation n'est donc pas seulement que les jeunes l'utilisent. Le vrai risque, c'est qu'ils l'utilisent un peu trop tôt, à la place de leurs propres efforts intellectuels. Et là, je ne vous rentrerai pas dans la littérature scientifique, mais avant d'avoir développé, si vous voulez, les connexions neuronales nécessaires à la réflexion. Si l'IA pense, rédige, résume, calcule et structure à leur place, alors elle peut produire de la performance sans produire d'apprentissage. Et dans un monde qui va devenir de plus en plus complexe, nous n'avons pas besoin de jeunes simplement capables d'utiliser des outils puissants. On a besoin de ça aussi, effectivement, mais nous avons besoin de jeunes capables de penser. Nous avons besoin de jeunes capables de jugement, de rigueur, de créativité, de courage intellectuel. Des jeunes qui sauront utiliser l'IA non pas comme une béquille, mais comme un levier, et la distinction est importante. Et c'est là que le rôle de l'éducation devient absolument central. Former la prochaine génération, ce n'est pas seulement lui transmettre des connaissances, des compétences techniques. On parle beaucoup de connaissances, de compétences, mais on se demande de quoi on parle en fait en 2026. Former la prochaine génération, c'est lui donner la capacité, de penser par elle-même, d'abord et avant tout, sans les machines, et de faire face à un autre mot qu'on a beaucoup utilisé depuis hier, l'incertitude. C'est lui permettre de rester profondément humaine dans un monde de plus en plus technologique. C'est former des jeunes capables de discernement, d'empathie, de responsabilité, de courage et de confiance. Confiance aussi, c'est un mot dont on a beaucoup parlé. Mais avant d'avoir confiance entre les États, avant que les États aient confiance les uns avec les autres, on a beaucoup parlé des relations entre le Canada et l'Union européenne hier. Il faut d'abord apprendre à nos jeunes à avoir confiance en eux, à avoir confiance dans les autres, c'est la base, à avoir confiance dans leur capacité à agir, même lorsque le monde est incertain. Alors, on ne va pas répondre à ce problème aujourd'hui ensemble, ce serait trop long. Les enjeux que pose l'IA dans le secteur de l'éducation aujourd'hui sont immenses, mais je vous demande de garder en tête ce que je viens de vous dire, et peut-être qu'ensemble, on peut commencer à y réfléchir. Alors oui, l'IA peut calculer, prédire, optimiser, mais elle ne peut pas remplacer ce qui fonde une trajectoire humaine, l'audace de croire en quelqu'un avant même que toutes les garanties soient réunies. Croire en quelqu'un avant même que toutes les garanties soient réunies. Et c'est précisément ce que fait la Fondation Arbour. Créée en 2015 par M. Pierre Arbour, la Fondation Arbour a pour mission de contribuer à la croissance économique et sociale du Québec en soutenant des étudiants et des étudiantes méritants, méritantes, brillants, brillantes, dans des domaines clés pour nous, pour la croissance économique, qui sont l'ingénierie, l'informatique et l'administration des affaires. Nous offrons des bourses importantes, 35 000 au doctorat, 23 000 à la maîtrise et au MBA, pour permettre à ces jeunes de poursuivre leurs études, de développer leur potentiel et contribuer pleinement à notre société, de devenir des humains accomplis avant des machines. Depuis sa création, la Fondation a soutenu plus de 500 boursiers et boursières et nous avons donné plus de 10 millions de dollars en bourse. Mais la Fondation Arbour ne fait pas que remettre des chèques.
Nous posons un acte de confiance. Nous disons à ces jeunes, nous croyons en vous. Nous croyons en votre intelligence, en votre capacité, votre travail, votre potentiel, mais aussi en votre capacité à transformer vos obstacles en contribution pour la société. Nous construisons une communauté, nous les accompagnons avec du mentorat, du réseautage, des cours de français pour ceux qui ne parlent pas français, des stages, du soutien à l'entrepreneuriat. Petite parenthèse, nous sommes toujours activement à la recherche de partenariats avec des entreprises. Si ça vous intéresse, on a des CV magnifiques chaque année pour des stages ou des emplois. Ravis de vous les partager. En tout cas, on crée un réseau humain qui permet de prendre confiance et de déployer le plein potentiel des jeunes parce que nous avons une conviction, le Québec n'a pas les moyens de perdre un seul jeune. Dans un contexte économique, démographique et technologique aussi exigeant, chaque jeune compte. Et chaque jeune qui peut aller au bout de son projet, alors c'est un jeune qui peut potentiellement contribuer à la société québécoise. Alors voilà, c'est ce que nous faisons à la Fondation Arbour. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de remettre un prix très spécial, qui est le prix Pierre Arbour. Ce prix est remis exceptionnellement à une boursière ou un boursier qui se distingue non seulement par l'excellence de son parcours, mais aussi par sa contribution remarquable. Cette année, nous avons choisi d'honorer une jeune femme exceptionnelle, Zineb El Yamani. Zineb est étudiante à la maîtrise en informatique appliquée aux neurosciences à l'Université de Sherbrooke et boursière à la Fondation Arbour. Son parcours commence au Maroc avec une passion profonde pour la science, mais aussi avec un diagnostic de sclérose en plaques, une maladie neurodégénérative chronique imprévisible qui aurait pu freiner, voire interrompre ses ambitions. À un moment où beaucoup auraient renoncé, Zineb a fait le choix d'une audace remarquable. Elle a traversé l'Atlantique pour venir au Québec, à Sherbrooke, intégrer un laboratoire de recherche en neurosciences. Pas de filet, pas de garantie, mais une conviction, la recherche qu'elle voulait mener en valait le risque. Et je crois que c'est exactement cela, la confiance dont nous parlons tant depuis le début de cette conférence. La confiance, ce n'est pas croire uniquement lorsque tout est certain. Pour paraphraser Madame la ministre Mélanie Joly, la confiance, c'est décider d'avancer ensemble malgré l'incertitude. Aujourd'hui, Zineb travaille sur l'analyse de nouveaux biomarqueurs et de mesures avancées d'imagerie cérébrale afin d'identifier une signature prédictive du pronostic de la sclérose en plaques. Là, j'ai tout bien lu parce que c'est pas facile. Ce qui la distingue profondément, c'est qu'elle ne regarde pas cette maladie de l'extérieur. Vous l'aurez compris, Zineb la vit. Elle est à la fois chercheuse et patiente. Et cette double perspective lui donne une force et une lucidité rares. Celle qui avançait avec une canne il y a quelques années s'entraîne aujourd'hui pour courir un marathon. Zineb incarne exactement ce que nous voulons soutenir à la Fondation Arbour, l'excellence, la résilience, l'intelligence, l'engagement et cette capacité rare à transformer une épreuve personnelle en contribution collective. Elle incarne aussi ce dont nous avons profondément besoin à l'ère de l'intelligence artificielle, des talents capables de mettre la science, la technologie et la recherche au service de l'humain. Elle incarne tout ça. Zineb, au nom de la Fondation Arbour, nous sommes extrêmement fiers de toi et j'ai le très grand plaisir de t'inviter à monter sur scène, si tu acceptes, pour recevoir le prix Pierre Arbour. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Waouh, merci beaucoup. Bon, mettons carte sur table. Vous êtes performant, vous êtes en pleine croissance, et en effet, vous avez un potentiel immense. Mais soyons lucides, vous traversez en ce moment une crise majeure. Cet obstacle qui se dresse devant vous, il est constant, il est chronique. Vous allez devoir faire des choix déchirants, couper dans vos ambitions et réajuster vos stratégies. Chers leaders, voilà exactement ce qu'entend un jeune adulte qui s'apprêtait à conquérir le monde lorsqu'on lui diagnostique une maladie dégénérative. Vous l'avez bien compris, c'est ma réalité. Monsieur le ministre, hier, du Revenu national du Canada, Monsieur François-Philippe Champagne, l'a si bien souligné. La réalité géographique du Canada ne changera pas. De mon côté, la réalité de mon corps ne changera pas non plus.
elle est là. OK. Et puis, réajuster constamment ses stratégies pour s'adapter à une incertitude chronique. Mon but, avec mes projets, c'est de créer un impact majeur, à faible coût, pour que d'autres jeunes adultes, partout dans le monde, brisés par les statistiques, restent autonomes et que leur ambition reste intacte. Mais la vision ne suffit pas. Il faut les moyens pour y parvenir. Et depuis le début de cette conférence, on ne cesse de répéter un mot en boucle, confiance. Et c'est exactement ce que la Fondation Harbour m'a donné. Je cherche les 2 tables de la Fondation Harbour. Il y en a une ici, parfait. Et c'est exactement ce que la Fondation Harbour m'a donné, de la confiance. Par votre générosité, vous ne m'avez pas juste accordé une bourse, un prix, ou l'opportunité en ce moment même de m'exprimer devant les décideurs d'aujourd'hui. Vous avez injecté de l'audace humaine, là où n'importe quel modèle de prédiction ne verrait que du risque. Et si je peux reprendre les mots de Monsieur le vice-président de la Commission européenne, Monsieur Stéphane Séjourné, c'est un partenariat de réciprocité, avec beaucoup d'amour. Avec vous, chers administrateurs de la Fondation, avec vous, mes collègues boursiers, et avec vous, ma chère mentor, Marine. Et tout comme vous, chers leaders inspirants, grâce à la Fondation Harbour, aujourd'hui, je choisis de mener à travers l'incertitude chronique de mon corps pour redessiner l'avenir des jeunes adultes touchés, eux aussi, par une maladie chronique. Merci. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Pour conclure, je voudrais simplement demander à mes administrateurs, administratrices ici présents de se lever ainsi qu'aux boursiers et aux boursières de la Fondation Harbour. Et je vais vous remercier encore une fois pour votre attention. Merci à la Conférence de Montréal de nous offrir cette tribune. Bravo Zineb. Quelle belle conclusion pour ce déjeuner exécutif tellement impressionnant. Alors, nous reprendrons les activités de l'après-midi à 14h35 environ. Le dessert et le café sont servis à l'extérieur de la salle, dans le foyer. Je vous invite tous et toutes à vous diriger maintenant vers le foyer. I encourage everyone to continue their conversations out in the hall as the staff turns this room over. We'll see you back here shortly when we resume our programming. Thank you.